Parfait, bonsoir. Alors, je suis ravie de vous recevoir sur Zoom. Vraiment contente de pouvoir tenir ce café citoyen, de pouvoir discuter aussi de notre PPU de la Pointe-Nord de l'Île-des-Sœurs, un dossier qui a fait discuter beaucoup de gens, qui suscite des inquiétudes aussi, qui a amené beaucoup de commentaires extrêmement constructifs de la part des citoyennes et des citoyens de l'Île-des-Sœurs et je vous en remercie. Je vais tenir ce café citoyen ce soir avec Éric Allan Caldwell, mon collègue élu dans Hochelaga Maisonneuve et aussi responsable de l'urbanisme, entre autres, au comité exécutif. Nous pourrons répondre à un maximum de questions, mais on tenait aussi à vous présenter là, la vision du PPU, ce qu'il en est aujourd'hui, les prochaines étapes, vous entendre aussi à la fin de cette séance d'échange et de conversation sur votre vision pour la suite des choses. On a reçu beaucoup de questions en avance. Je remercie les citoyens qui nous ont écrit. Ça nous a permis de préparer des réponses structurées, ce qu'on souhaitait faire. Mais je souhaite aussi qu'on ait un espace là, à la fin. J'espère qu'on aura le temps de pouvoir vous entendre en live, pardonnez mon anglicisme, pour pouvoir échanger. Donc, on va se donner un 10 minutes, j'espère, à la fin pour y arriver. Je tiens aussi à vous dire que si vous êtes d'accord et si l'expérience vous plaît, j'aimerais pouvoir poursuivre ce type de café citoyen dans le processus du PPU et des prochaines étapes. Donc, c'est une première. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Il y aura donc d'autres occasions d'échanger sur ce dossier-là. Et évidemment, on est toujours disponible en ligne, toujours disponible par courriel ou par téléphone. Je voulais aussi le préciser. Donc, on a prévu la présentation comme suit. Un rappel très bref sur ce qu'est un PPU. Je me suis rendu compte que ce rappel-là était important. Ses limites, les balises qui l'encadrent. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la mise en place d'un PPU. Ensuite, vous partagez cette vision qu'on a pour le PPU de l'Île-des-Sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire, le PPU Pointe-Nord pour nous? Et ensuite, entrer dans un échange un peu plus détaillé qui sera présenté par mon collègue Éric Allan sur les changements entre la proposition de 2019 et la proposition qui a été votée de 2020, parce qu'il y a eu plusieurs changements qui ont permis de mettre en place la vision des citoyens, ce qui nous a été partagé pendant la consultation publique. C'est pour nous un retour vraiment important sur la quantité incroyable d'informations extrêmement pertinentes que vous nous avez transmises. Parler des prochaines étapes et des préoccupations principales qui sont ressorties dans les dernières semaines autour de la question du PPU. On en a répertorié plusieurs. On aimerait pouvoir vous les présenter. Et puis, évidemment, les questions qui nous ont été envoyées et les échanges par la suite avec vous. Donc, pour commencer, je voulais simplement rappeler que le plan d'urbanisme, c'est un outil évidemment urbanistique qui est encadré par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est la loi principale de l'Assemblée nationale du Québec sur l'urbanisme au Québec. Donc, c'est un processus qui est extrêmement encadré et qui est légiféré. Un programme particulier d'urbanisme est un outil de planification du territoire qui est mis à disposition des municipalités pour pouvoir structurer justement une vision pour un quartier. Ça permet d'orienter le futur d'un secteur stratégique et dans notre contexte, avec l'arrivée du REM, entre autres, la Pointe-Nord de l'Île-des-Sœurs est un endroit stratégique qui avait besoin d'encadrement. Vous le savez tous, je ne vous apprends rien. Ça permet aussi d'harmoniser un développement et de s'assurer justement qu'une vision porteuse, harmonieuse et complète puisse être mise de l'avant dans un quartier. Donc, de s'assurer d'avoir un urbanisme qui a un sens plutôt que d'avoir des éléments d'urbanisme ou parfois de non-urbanisme, si je peux me permettre, qui viennent, sortir de terre à différents endroits sans qu'il n'y ait de cohérence. Donc, le PPU nous permet d'avoir une cohérence sur le développement d'un quartier et de respecter une vision, et dans ce cas-ci, on l'a vraiment, en tout cas, une vision aussi citoyenne. Donc, je vous parle déjà d'un peu de la vision du PPU. Ce qu'on a en tête, et je pense que ce que le PPU met de l'avant, c'est un quartier qui est complet, qui est moderne, qui est résolument orienté vers le transport actif, vers une mobilité durable. On ne va pas se cacher, là, on est dans une époque extrêmement difficile,
une époque de changement climatique où on doit être résilient et la mobilité durable, les transports actifs, les transports collectifs, le verdissement font partie d'autant d'atouts qui vont nous permettre de nous adapter, mais aussi de devenir une ville résiliente et une ville du futur. Et c'est vraiment ce qu'on a souhaité pour la Pointe-Nord de l'île des Sœurs, pour l'île des Sœurs au complet, pour Verdun, enfin pour Montréal au complet, mais dans le contexte qui nous occupe ce soir, pour la Pointe-Nord de l'île des Sœurs. Un projet aussi qui respecte la Cité-Jardin, qui respecte cette vision qui a été réfléchie et mise en place dans les années 60 à l'île des Sœurs et qui est très chère aux résidents, qui m'est très chère à moi aussi. Donc, un plan qui, tout en étant résolument tourné vers l'avenir, respecte cette vision de la Cité-Jardin qui a été déterminée dans un passé, bon, certes rapproché, mais dans un passé quand même, et auquel on s'est attaché et qui est une vision qui est porteuse pour l'île des Sœurs. On voulait assurer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes et, renforcer les espaces publics, assurer des espaces de rencontre, des espaces communautaires, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur avec le PPU. On souhaitait, et on souhaite toujours, bien entendu, participer au désenclavement de l'île. Il y a des bénéfices à habiter sur une île. L'île des Sœurs, c'est un joyau à Montréal. Il y a aussi des inquiétudes qui viennent avec le fait d'habiter sur une île, de se sentir cloisonné dans un espace entouré d'eau. Et on en reparlera plus tard dans les préoccupations des citoyens. Mais soyez sans crainte que ça faisait vraiment partie, ça fait toujours partie de cette vision, entre autres grâce à une mobilité décuplée, si je peux me permettre, de désenclaver l'île, de participer en tout cas à désenclaver l'île, tout en protégeant la vie de quartier de l'île des Sœurs. J'en ai parlé, offrir une multitude de moyens de transport en favorisant le transport actif et le transport collectif, bonifier, améliorer l'offre en équipement collectif. On en reparlera plus tard aussi. Il y a une étude qui est en cours sur les équipements collectifs, sur les besoins en équipement collectif à l'île des Sœurs. Ils sont là, ces besoins-là. On les a entendus, on les travaille et c'est une priorité que d'améliorer, de bonifier, de s'assurer de bien répondre à ces besoins-là, des besoins en tout genre, qu'ils soient culturels, en espace public, des besoins sportifs. Et ce PPU nous permet aussi de nous poser ces questions-là et d'intervenir efficacement pour pouvoir améliorer cette offre en espace collectif. Verdir, je l'ai dit, une vision de verdissement, une vision de ville d'avenir, donc de ville plus verte, de ville plus résiliente. Et puis, on voulait aussi encadrer un développement sur des terrains qui sont à grande majorité privés. Et là, il y avait vraiment cette vision d'encadrer le développement plutôt que de le subir, de le structurer pour lui donner une vision plutôt que d'être surpris par des projets qui seraient de plein droit, mais qui ne correspondraient pas à une vision citoyenne, à une vision aussi de notre administration du développement et de la qualité de vie citoyenne. Offrir une qualité, ou en tout cas assurer une qualité architecturale. L'île des Sœurs est un joyau architectural, je ne vous apprends rien, et on veut que cette richesse se perpétue dans l'avenir et donner tous les moyens pour pouvoir bien structurer un développement architectural et assurer cette qualité. Et puis finalement, offrir, un cadre nécessaire pour pouvoir, mais je l'ai déjà dit, affronter, je vais utiliser ce mot-là, les prochaines années qui vont se déployer devant nous et qui, face à ces changements climatiques, ne seront pas faciles. Donc créer un quartier qui va être résilient. On nous a posé la question aussi, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on est en réaction au REM? En fait, non. On travaille avec le REM. C'est un travail de partenariat, d'une vision qui est commune. Le REM nous permet de réfléchir une ère TOD, donc une ère pardonnez-moi l'anglicisme encore une fois, Transit Oriented Development, donc de développement autour des transports, d'un transport structurant. Et c'est aussi un moment opportun pour pouvoir donc réfléchir le développement d'un quartier. Pourquoi cette échelle-là? Pourquoi le PPU a cette échelle-là? Mais parce que on voulait rentrer dans l'ère TOD, c'est-à-dire d'être à peu près à 1 kilomètre autour de ce nouveau réseau de transport structurant. Donc, c'est toute la question de la marchabilité et du réseau d'influence que le transport. Donc, on va jusqu'aux limites du réseau d'influence le plus important de ce nouveau transport et aux limites aussi de la notion de marchabilité, donc d'un quartier qui se pratique à pied.
Donc, ça explique un peu aussi pourquoi la zone du PPU est déterminée de la sorte et pourquoi ce moment-ci nous apparaissait comme étant le meilleur moment pour pouvoir réfléchir le développement et l'encadrement du développement de la Pointe-Nord. Donc, ça vous donne un peu une idée de la vision qu'on porte, qu'on va continuer de porter et qui nous tient à cœur, qui, je pense, vous tient à cœur aussi. Je vais avoir hâte de vous entendre aussi répondre à cette vision-là qui est portée par le PPU. Et j'aimerais maintenant demander à mon collègue Éric Allan de vous présenter les principaux changements entre 2019, le PPU proposé en 2019 et celui voté en 2020. Marie-Josée, merci beaucoup. Quelques tests techniques, si vous permettez. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, écoutez, moi, je ne me vois pas. S'il faut que j'ajuste mon éclairage, vous me le direz. Malheureusement, je ne me vois pas à l'écran. Non, disons, heureusement, je ne me vois pas à l'écran. Disons-le comme ça. Merci beaucoup de l'invitation, Marie-Josée. C'est une rencontre virtuelle. Tout le plaisir qu'on aurait à se rencontrer à l'Île des Sœurs. J'espère qu'on pourra le faire bientôt. Écoutez, ce contexte de télétravail, de pandémie nous rentre tous un peu dans le corps, mais permettons-nous de rêver et de penser à quelque part, peut-être au printemps ou à l'été prochain, qu'on puisse continuer à parler d'un développement harmonieux à échelle humaine à l'île des Sœurs, ensemble, en plein soleil, à l'île des Sœurs. Mon Dieu que j'ai hâte. Je veux aussi remercier beaucoup Marie-Josée pour l'invitation. Je veux saluer aussi les membres de nos équipes. Là, il y a Aurélie et Tania qui sont avec nous. Et Madame Soutien Technique, dont je ne sais pas le nom. Désolé, mais si on est là, c'est grâce à vous. Oui, écoutez, le processus de planification du PPU, bien entendu, c'est un processus normal où il y a une proposition qui est faite. Une proposition qui a été élaborée suite à des années de représentation, de consultation, de concertation avec le milieu. Donc, il y a une proposition qui est faite par les services d'arrondissement et les services de la Ville-Centre, une proposition qui amène une consultation de l'OCPM. Et le rapport de l'OCPM nous aide à améliorer la proposition initiale pour par la suite adopter un PPU. Donc, ça a été un exercice extrêmement rigoureux, très intéressant, une consultation publique très riche. Et comme Marie-Josée m'a invité à parler des différentes modifications qu'il y a eu entre la proposition initiale et la proposition adoptée. Mais je vais quand même prendre 2 secondes pour relire l'OCPM a fait 25 recommandations. Je vais relire la première, si vous permettez, qui est la commission recommande d'aller de l'avant avec la vision proposée et les grandes orientations inscrites au PPU de la partie nord de l'île des Sœurs, à condition de revoir le concept d'aménagement et les interventions proposées afin de mieux les arrimer à cette vision. Donc, oui à la vision, oui aux grandes orientations. Ceci dit, il y a quelques éléments à retravailler et c'est en ce sens-là qu'on a accueilli favorablement le rapport de l'OCPM pour nous aider à faire une meilleure proposition. Donc, les facteurs d'évolution. Entre la première proposition et la deuxième, l'emprise au sol limitée, là. C'était une recommandation de l'OCPM. Donc, l'implantation des bâtiments, c'est-à-dire le dégagement au sol, est considérable. On veut une implantation des bâtiments de 50 et 60 %, ce qui laisse donc un potentiel de verdissement et de dégagement au sol important. Aussi, la capacité d'accueil, qui avait été évaluée à 3 700 habitations. Parfois, on parle d'une capacité d'accueil en termes de nombre de personnes. Bien entendu, rigoureusement, on peut la calculer en termes d'unités d'habitation. Eh bien là, on l'évaluait, la capacité d'accueil supplémentaire, 3 700. Suite aux recommandations de l'OCDM, on l'a abaissé à 2 950. Le contrôle des distances prescrites entre les tours. Éviter un phénomène à la Griffintown avec des tours très élevés, très rapprochés. Donc, évidemment, les recommandations de l'OCPM nous demandaient de revoir certains paramètres, ce qu'on a fait justement pour maintenir cette distance-là entre les unités d'habitation. 110 logements à l'hectare, ça, c'est une prescription du schéma d'aménagement de l'île de Montréal et du PMAD, c'est-à-dire autour des infrastructures de transport collectif. On vise une densité, c'est normal, 110 logements à l'hectare. On avait
On a, à titre de comparatif, au centre-ville et en Griffintown, du 150 logements à l'hectare. Donc, des paramètres de densité acceptables. Le verdissement, 35 de verdissement, sans compter le calcul du verdissement des toits, parce que bien qu'on encourage le verdissement des toits, on veut du dégagement au sol et du verdissement au sol. Et les équipements collectifs, le PPU nous demandait des précisions, plus de consultations et des outils justement pour permettre à doter l'île des Sœurs d'équipements collectifs. Bien entendu, à travers les outils de mise en œuvre du PPU, c'est une orientation phare. Un des défis, Marie-Josée en a parlé à l'île des Sœurs, c'est qu'il y a très peu d'emprise publique. Donc, il faut savoir en générer à même le développement et c'est une des grandes utilités d'un outil de planification comme celui du PPU. Quand Marie-Josée parlait d'encadrer le développement plutôt que le subir, mais c'est permettre d'aller chercher via le développement une contrepartie en équipement collectif, en parc, en passage vert, et c'est une intention claire et ferme du PPU. Alors, c'est quelques changements qu'il y a eu. Vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet, un, le rapport de l'OCPM, deux, un tableau du suivi des 25 recommandations, la recommandation et le suivi que la Ville en a fait. Marie-Josée? Oui, merci beaucoup, Éric. Donc, ça vous donne une belle idée là, à quel point, en fait, les citoyens, les citoyennes ont été non seulement entendus, écoutés, mais à quel point c'est une vision partagée qui est portée. On voulait aussi vous parler des prochaines étapes. Dans les prochaines étapes, il y a évidemment la mise sur pied du comité de suivi citoyen. Et dont le mandat doit être déterminé. Donc, je voulais le souligner, on en a parlé à plusieurs reprises à différents citoyens, à la PRIDS aussi. Plusieurs personnes nous ont mentionné leur intérêt d'en faire partie. Je voulais simplement préciser que le mandat n'était pas encore déterminé, mais qu'il est en train d'être préparé et que ça fait partie des prochaines étapes imminentes que de mettre sur pied ce comité qui va nous accompagner dans l'ensemble du suivi de l'implantation, en fait, et de la mise en place du plan d'urbanisme. C'est vraiment un accompagnement qu'on considérait nécessaire et on est résolument engagé dans sa mise en place. Donc, une des prochaines étapes vraiment importantes. Deuxième étape importante, consultation publique sur les équipements collectifs. Donc, une étude est en cours, j'en ai déjà parlé, qui est en train d'étudier les besoins sur les équipements collectifs. Étude qui a été entamée avant que le PPU soit adopté, qui a permis de faire vraiment, de transformer aussi le PPU, de prendre en compte ses besoins en équipement, mais étude qui se poursuit parce qu'on veut, l'affiner, la rendre encore plus pointue pour poursuivre ce travail. Les balises sont déjà donc dans le plan d'urbanisme. Le plan particulier d'urbanisme, elles y sont, les balises. Le plan nous a aidés à vraiment réfléchir les besoins. Maintenant, on affine cette étude pour pouvoir ensuite tenir une consultation publique autour des questions des équipements collectifs intérieurs, extérieurs, je le disais tout à l'heure, culturels, sportifs, etc. Donc, on est vraiment là dans un processus de continuité du PPU et la consultation publique aura lieu cet hiver. Et donc, si vous le souhaitez, moi, j'aurais envie de vous offrir un deuxième café citoyen autour de cette consultation publique-là, en amont, si possible. Comme ça, on pourra commencer déjà à discuter un peu de la vision portée par les citoyens. On en a déjà parlé mais en fait, poursuivre. Et donc, ce sera une prochaine étude en fait, une prochaine consultation qui s'en vient. Donc, une étape vraiment importante cet hiver de la suite du PPU. Ensuite, il y a les plans d'implémentation et d'intégration architecturaux et la modification au règlement de zonage. Je vais laisser mon collègue Éric Allan vous parler de ces deux étapes importantes. Oui, merci Marie-Josée. Effectivement, suite au PPU, il y a tout un exercice de concordance qui sera fait à l'arrondissement via, excusez-moi un instant,
via, les règlements de zonage à l'arrondissement qui auront une conformité au PPU, c'est-à-dire qui viendront traduire les orientations du PPU en règlements très précis pour chacun des éléments. Et le PIA, le programme d'implantation et d'intégration architecturale, qui viendra donner les grandes balises et concepts d'aménagement pour la qualité architecturale, la qualité de l'implantation et de l'aménagement de tous les projets. Dans un programme d'implantation et d'intégration architecturale, on va jusqu'à la forme des bâtiments, sa typologie, l'aménagement paysager au pourtour du bâtiment sur l'ensemble du lot. Donc, chacun des projets aura à respecter les règlements d'arrondissement, aura à évoluer aussi à travers un PIA ou à travers toutes les étapes d'évaluation par les professionnels de l'arrondissement, par le comité consultatif de l'urbanisme, aura une évaluation de la qualité de l'implantation, de la forme urbaine et la qualité architecturale de tous les projets. Donc, c'est un exercice rigoureux qui permettra souvent, lorsqu'il y aura des PPC-MOI, c'est-à-dire des projets particuliers, aussi un dialogue entre l'arrondissement et les promoteurs pour trouver la bonne contrepartie d'équipement collectif qui servira à l'ensemble de la communauté. Et dans tous les cas, lorsqu'il y a un PPC-MOI, comme vous le savez, il y a un processus de consultation publique qui est dicté par la loi. C'est un processus comme il y a dans toutes les villes et ça permettra aussi aux citoyens, pour chacun des projets, de venir donner leur opinion, leurs suggestions pour encore une fois améliorer le processus. Donc, c'est des étapes qui sont à venir par l'arrondissement. Oui, absolument. Des étapes importantes que nos équipes vont mener à Verdun et on va vous inviter à venir nous en parler, entre autres en conseil d'arrondissement, mais aussi à poursuivre les conversations et le comité de suivi citoyen sera vraisemblablement impliqué aussi dans ces différentes étapes avec nous. Maintenant, j'aimerais aborder des questions qui sont survenues dans les dernières semaines suite à l'annonce du PPU, à son adoption, des questions aussi qui ont émergé avant l'adoption du PPU et qui sont ressorties à plusieurs reprises. Questions ou commentaires qui me semblaient d'abord extrêmement pertinents et qu'on voulait discuter avec vous ce soir. D'abord, un élément dont j'aimerais parler, c'est la fameuse légende du 20 000 à 25 000 résidents maximum, la capacité de l'île des Sœurs. C'est un chiffre, en fait, qui n'a pas de source officielle, qui circule, mais qui n'est pas ancré dans un document officiel de l'administration. En fait, le document qu'on a réussi à trouver, je voulais vous en faire part ce soir, c'est une information intéressante, c'est un avant-projet, une étude préliminaire des travaux de génie nécessaires à l'exploitation de l'île des Sœurs datant de 1967. Et ce document prévoyait 50 000 âmes en 1981 sur l'île des Sœurs. On est donc loin du compte aujourd'hui. Heureusement, je pense, parce qu'un 50 000 résidents, ce serait beaucoup de monde. Mais ça donne un peu une idée là, de ce que nos prédécesseurs, au moment de la conceptualisation de la cité-jardin et même de l'île des Sœurs, avaient en tête en termes de capacité de l'île. C'est une autre époque avec d'autres considérations, mais je pense que c'est un élément qui permet aussi d'être rassurant quant à la capacité de l'île des Sœurs, mais aussi de notre souhait aujourd'hui de ne pas se rendre à un 50 000 âmes et de s'assurer donc d'avoir une densité et une vie de quartier à échelle humaine, avec une définition de l'échelle humaine qui a largement évolué depuis cette époque. Donc, première question qui a été soulevée à plusieurs reprises, là, le respect ou non du 20 à 25 000. Eh bien, finalement, le chiffre clé, c'était 50 000 et non, on ne se rendra pas à 50 000 personnes sur l'île des Sœurs. En fait, pas avec ce plan de développement qu'on a voté et avec le cadre bâti actuel de l'île des Sœurs. L'encadrement va faire en sorte que ça ne sera pas possible. Ensuite, une autre question qui est ressortie, je vais passer la parole à mon collègue Éric Allan autour de la négociation avec le secteur privé. Éric. Oui, mais le PPU vient justement clarifier les attentes quant aux besoins de la communauté, aux besoins d'aménagement. Il y a
de larges portions du PPU qui portent sur les besoins en espaces verts, en parc, en équipement collectif, en passage piéton, en passage cyclable, en réaménagement de la rue. Donc, ça envoie un signal clair aux promoteurs, justement, sur quelles sont les attentes et ça donne un cadre de développement qui leur permet justement de mieux comprendre, mieux connaître les attentes et de mieux planifier leur développement. Donc, ça vient clarifier les règles du jeu. Ça permet une négociation pour chaque projet où les attentes sont claires et où on peut trouver justement un terrain d'entente quant à l'implantation, au potentiel de développement et la contrepartie en équipement collectif. Ailleurs, où il y a ce type d'exercice, plutôt qu'antagoniser promoteurs et villes, ça vient plutôt les rassembler autour d'une vision de développement, une vision qui facilite les négociations plutôt que les compliquer. Donc, on verra avec l'histoire, mais bien entendu, on croyait comme ville qu'il fallait clarifier les attentes quant aux développeurs et ça va leur permettre justement de faire des propositions en ce sens. Alors, on est confiant pour l'avenir. Merci. Un élément, je pense, qui n'était pas tant une question, mais un commentaire, un sentiment, une réalité, en fait, des résidents de l'île, c'est ce sentiment, je vais arrêter de dire le mot sentiment parce que c'est vraiment une réalité, d'être tout le temps en chantier. Et je tenais à le souligner, d'abord à souligner votre immense résilience. Il y a plusieurs de ces chantiers-là, en fait, qui sont hors du contrôle de l'administration municipale. On reconnaît néanmoins leurs bénéfices. Je pense que vous le reconnaissez aussi. Ce sont des chantiers qui ont permis la restauration du pont Champlain, qui permettent l'arrivée du REM, des éléments vraiment importants dans la restructuration là, et l'amélioration aussi de la mobilité à l'île des Sœurs. Mais en même temps, mon Dieu, que ça a amené des changements, des impairs aussi parfois, des difficultés dans le quotidien de l'île des Sœurs. Et je tenais à reconnaître je l'ai déjà dit, là, votre immense résilience dans ce processus. Je pense qu'on est confiant que ces changements-là vont permettre d'améliorer la qualité de vie, de grandement améliorer la qualité de vie et de venir résoudre des enjeux de développement qui étaient problématiques à l'île des Sœurs. Mais en même temps, la patience dont vous faites preuve, franchement, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour le reconnaître, mais en tout cas, je voulais le dire ce soir, là, vous êtes vraiment une communauté extraordinaire d'offrir autant de résilience autour de ces questions de chantier là, qui vont continuer encore un peu, malheureusement. Ensuite, un élément qui a été mentionné à plusieurs reprises, mais là, vraiment plus précisément autour de la question du PPU, c'est l'inquiétude autour de la diminution des stationnements et la question des stationnements souterrains. Donc, je vais demander à Éric de vous répondre sur cette question-là. Qu'en est-il des stationnements et quelle est la vision autour des stationnements dans le cadre du PPU? Oui, merci Marie-Josée. Et effectivement, c'est un des éléments justement où la proposition initiale y a été gardée, c'est-à-dire que via le PPU, le nombre de cases de stationnement permis pour les nouveaux développements, on s'entend, sera de 0,75 par unité d'habitation. C'est fait dans un contexte d'implantation justement du REM. Dans tous les quartiers qui se développent autour de métro, d'infrastructures de transport collectif aussi performantes que celle du REM. Le REM sera extrêmement performant comme offre de mobilité durable. Ça va être un service à très haute efficacité pour les résidents riverains. On voit arriver justement, s'implantant dans ces quartiers-là, une demande pour des logements sans voiture. Ça aide justement à assurer un mix dans la typologie et ça aide justement aussi à réduire une pression sur le réseau routier. Donc, c'est dans cette optique, TOD, classique TOD, c'est-à-dire Transit Oriented Development, j'ai mêlé deux langues là, ça a mal sorti. Donc, dans une optique TOD, justement, de réduire la pression sur la circulation avec un ratio de stationnement qui est raisonnable, c'est-à-dire 75% des cases de 75
0,75 par unité, c'est-à-dire que pour 100 unités d'habitation, 75 cases de stationnement. Et bien entendu, dans le respect de Cité Jardin, avec nos prescriptions de verdissement, ce qui est favorisé, c'est les stationnements souterrains, justement pour respecter encore là ce concept d'aménagement, de dégagement et de verdissement au sol. Donc, c'est la proposition qui nous est apparue dans le contexte d'un quartier riverain à un REM, la plus raisonnable et la plus collée à l'esprit, justement, de l'histoire de l'île des Sœurs, de la Cité Jardin. Merci, Éric. Ensuite, dans les préoccupations qui émergent, il y a vraiment cette question des commerces de proximité, de s'assurer que la place du commerce demeure un espace commercial pour les résidents, que ça ne se transforme pas en espace commercial niché exclusivement, que les commerces qui sont présents aujourd'hui soient en mesure d'y rester. Et je pense qu'il est important de préciser que dans ce contexte-ci, je pense qu'il faut le dire, là, on ne contrôle pas l'offre commerciale à proprement parler. Ceci dit, dans un contexte de densification, dans un contexte où on protège la vie de quartier, on veut absolument s'assurer et on pense vraiment que les commerces existants pourront rester. C'est vraiment dans une vie de quartier densifiée, le commerce de proximité est d'autant plus vivant qu'il y a des gens en plus grand nombre pour les utiliser et les espaces vont le permettre. Le PPU permet des espaces commerciaux de type épicerie, de type pharmacie. Donc, il n'y a aucune raison pour que les commerces de proximité quittent. Au contraire, en fait, notre objectif et ce qu'on s'imagine qu'il va se passer, c'est qu'ils vont se démultiplier et qu'il y en aura davantage. Et j'aime rappeler aussi qu'on a un soutien du développement économique, de notre service du développement économique, qui vient aussi appuyer les commerces pour s'assurer d'une implémentation et d'une pérennité des commerces de proximité. Ça fait vraiment partie d'une vision d'une qualité de vie de quartier et c'est ce que le PPU cherche à faire aussi. La même chose pour les cafés-terrasses. Avec les marges de recul prévues dans le PPU, on aura de l'espace pour des cafés-terrasses. En fait, je pense qu'il y a certaines images là, dans le PowerPoint qui se déroule là, devant nous, qui viennent bien démontrer comment les espaces publics vont se démultiplier et comment ces espaces, justement, de café-terrasse vont pouvoir exister dans un environnement vert, dans un environnement sécuritaire pour les piétons aussi. Donc, ça fait vraiment partie de la vision du PPU. On nous a aussi demandé est-ce que la place du marché était réaliste? Je pense que ce que Éric Allan vient de nous présenter nous montre que oui, cette place du marché, elle est réaliste. C'est vraiment dans la continuité là, de l'arrivée à l'île des Sœurs par le REM, donc un passage piéton qui va se faire de façon extrêmement naturelle et avec tous les outils qu'on a en place pour pouvoir justement négocier avec les partenaires privés, on est tout à fait confiant que cette place-là pourra exister et donc elle va favoriser et améliorer aussi, le service donc commercial de proximité. Une autre préoccupation qui émerge souvent, c'est la question de l'accès aux services d'urgence et de l'accès aux services d'urgence à cause de en lien avec la densité. Si la densité augmente, il y a plus de personnes. Donc, et dans le contexte, encore une fois, d'une île à côté d'une île, est-ce que les services d'urgence vont continuer d'être de qualité? J'en profite d'ailleurs pour dire, j'ai vu passer un commentaire me demandant si le nouveau chiffre clé était le 50 000 pour la capacité de l'île. Non, absolument pas. On continue de s'engager à ce que la capacité de l'île n'atteigne pas, ou en tout cas soit en dessous des 30 000 habitants. J'endosse complètement la vision du maire. Ne vous en faites pas. Tout le monde, en fait, au conseil l'endosse. C'est l'objectif du PPU aussi. Sa structure assure cette capacité de l'île. Je voulais juste faire un clin d'œil sur les plans qui avaient été faits dans le passé, en fait. Je trouvais ça intéressant de savoir comment était pensé le développement de l'île à une autre époque, mais ne vous en faites pas, le 50 000 n'est pas un chiffre à retenir sur la vision que le PPU met de l'avant, absolument pas. Donc, dans un contexte où il y a quand même sans doute une plus grande densité, on voit qu'il y a une densité liée au TOD. Qu'est-ce qui se passe en termes de services d'urgence? Alors,
je tenais quand même à dire que Verdun est un des quartiers, Verdun et l'Île-des-Sœurs, où il y a le moins de criminalité sur l'île de Montréal et où notre desserte en termes de sécurité publique, donc que ce soit ambulance, pompiers, policiers, est toujours en deçà des barèmes que se sont fixés la sécurité publique. Donc, je pense que c'est important de le dire, la desserte est excellente à l'île des Sœurs, peu importe où on se situe sur l'île, avec une planification qui permet d'augmenter la mobilité, ce ne sera qu'amélioré. Donc, je tiens vraiment à préciser qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que la desserte est vraiment très efficace et que nos services de sécurité publique s'adaptent aussi à une augmentation de la population, que ces services-là sont revus régulièrement, que les trajectoires sont réévaluées par les services de sécurité publique pour s'assurer de bien desservir l'ensemble des citoyens. Et là, vraiment, à l'île, on est en deçà des barèmes fixés par la sécurité publique. Et je tiens aussi à préciser, si jamais vous avez des inquiétudes, c'est vraiment possible de contacter notre service de police locale. Ils sont extrêmement disponibles, de contacter le commandant même pour faire part d'enjeux, de questionnements, de demander aussi des services. C'est un service de la ville. Alors, je vous invite à ne pas hésiter et à contacter votre poste de police. Ça va leur faire un plaisir de répondre à vos questions et de vraiment prendre en compte vos besoins. Je pense qu'on ne le dit pas assez et qu'on ne fait pas assez appel à ce service-là en dehors là, des besoins immédiats. Donc, voilà sur les questions de sécurité. Éric, si tu veux bien, j'aimerais qu'on parle, sans trop s'y attarder, là, parce que je pense qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises et que le maire y a répondu à quelques reprises aussi, mais pourquoi la Pointe-Sud n'a pas fait l'objet d'un PPU? Parce que le développement de la Pointe-Sud a inquiété beaucoup de gens, je le comprends, ce développement-là m'a inquiété aussi. Donc, si tu peux répondre à cette préoccupation-là qui a été mentionnée. Mais clairement, le PPU, c'est un secteur de planification très particulier. Il n'y en a que très peu sur l'île. L'ensemble du territoire n'est pas couvert par un PPU, mais là, tout le monde reconnaissait l'importance particulière d'encadrer le développement parce qu'on sait qu'avec l'arrivée d'une infrastructure comme le REM, on voit partout où on assiste à l'arrivée de ce type d'infrastructure-là, une accélération du développement. Donc, comme l'a dit Marie-Josée d'entrée de jeu, là, il fallait encadrer le développement plutôt que le subir. Et le périmètre du PPU a été fait dans un périmètre de développement type TOD, Transit Oriented Development, autour de la station du REM. Bien entendu, il y a dans le PPU justement des principes d'aménagement qui peuvent être pris par l'arrondissement dans l'ensemble de sa planification urbaine du reste de l'île. Je ne suis pas là pour porter un jugement sur les aménagements qui ont été faits dans le passé. On pourrait le faire, on pourrait avoir de longues discussions là-dessus, mais bien entendu, les règles sont claires dans le PPU et le travail d'arrimage avec le PPU pour les autres portions de l'île des Sœurs reste important, doit rester une préoccupation importante de l'arrondissement. Et je crois que le PPU vient orienter l'ensemble du développement de l'île, mais la bonne planification urbaine avec toutes les règles d'urbanisme, des instances redevables, reste la règle d'or pour le reste du développement de l'île des Sœurs, bien entendu. Merci. Une préoccupation qui émerge souvent et que nous partageons est la question du pont passerelle dans l'axe de la rue Galt. Je tiens à préciser qu'une étude de préfaisabilité est prévue au bureau des grands projets de la ville. On en est à finaliser les devis pour lancer l'étude. Cette étude va analyser l'ensemble des scénarios possibles pour vraiment faire émerger les meilleures options en fonction des besoins de l'île des Sœurs et d'unir ces besoins à Verdun-Terre-Ferme. Donc, qu'est-ce qui va rendre service à la vie citoyenne, à la qualité de vie, à la sécurité des citoyens? C'est vraiment le cœur de l'étude. Elle sera donc lancée sous peu et toutes les options vont être analysées pour ce pont passerelle. On est très content que l'étude soit enfin lancée et ça va faire aussi partie des suites du PPU, même si on n'est pas dans la zone précise.
cette question-là a réémergé et je pense on l'a travaillé aussi beaucoup, je dois le dire, là, en arrondissement. Ça nous tient à cœur et donc cette première étape-là est en train d'être lancée. On en saura plus un peu plus tard. Je tenais à le préciser. Pour les études de circulation, Éric, on en est où? J'ai réussi à enlever mon mute. Hein? Tu m'entends, Marie-Josée? Oui, parfait. Les études de circulation, rapidement, parce que je vois que l'heure file là. Il y en a eu une première en 2018 dans le cadre du PPU. Il y aura une suite de cette étude-là. Il y a des comptages qui sont faits tant véhiculaires que par les autres modes de mobilité, piétons, cyclistes. Les études de 2018 arrivaient à la conclusion qu'il n'y aurait pas une surcharge du réseau routier. Mais bien entendu, ce qu'il faut continuer de suivre avec attention, c'est l'évolution des comportements suite à l'arrivée du REM. L'arrivée du REM va changer les choses. Les gens vont le prendre parce que ça va être terriblement efficace comme service. Donc, les études de circulation, pour la suite des études de circulation, c'est un facteur qui est considéré justement et il faut comprendre que l'ensemble de ce PPU-là est fait avec en tête l'arrivée du REM et le type de développement et les habitudes renouvelées de mobilité des citoyens. Ça va être une option formidable pour l'ensemble des citoyens de l'île des Sœurs. Ça va changer les habitudes de mobilité. Alors, première étude en 2018, une deuxième bientôt et on va continuer de suivre la situation avec l'arrivée du REM. Merci beaucoup, Éric. Marie-Josée, Éric, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire puisqu'on va passer aux questions des citoyens? Parfait. Ben, en fait, oui, ce que je voudrais, c'est pouvoir lire et proposer des réponses aux questions qui nous ont été envoyées. Parfait. Super, merci Aurélie. Donc, première question envoyée par M. Grant. Donc, je vais lire la question. Sur la page 63 de votre document PPU 2020, sous le titre « Une transformation graduelle et écologique du secteur », votre vision urbanistique prévoit la destruction et le remplacement de tous les bâtiments sauf un au sud de la place du commerce et la disparition de près de 50% des espaces de stationnement. Cela inclurait la Banque nationale, les centres d'achat, le village des Campaniles et la place du commerce avec IGA, le Jean Coutu et finalement la station Esso et son dépanneur Couche-Tard. Question. Si votre plan est de démolir la station Esso, comment et où serait-elle reconstruite? Je ne vois pas un autre endroit sur l'île pour une telle station. Est-ce que cela veut dire que votre vision est de tout simplement éliminer la seule station d'essence de l'île des Sœurs? Alors, pour tout vous répondre, oui, on veut éliminer la station d'essence. On ne veut plus qu'il y en ait. On va installer un héliport et il ne va y avoir que des hélicoptères. Non, je dis n'importe quoi, je vous taquine. Monsieur Grant m'a dit qu'il avait un excellent sens de l'humour, donc je me suis permise une petite blague. Non, absolument pas. C'est pas parce qu'on prévoit un encadrement de la façon dont on construit à l'île des Sœurs que les commerces vont disparaître et que la station Esso va disparaître aussi. Évidemment, chacun va s'adapter au nouveau développement de l'île, mais cette station-là va rester et pour l'instant, il n'est pas question qu'elle disparaisse. Elle est présente, elle est là. Il y a un encadrement du nouveau cadre bâti, mais la station essence, pour l'instant, en tout cas, est toujours présente et s'adaptera si besoin à des nouvelles réglementations, mais il n'y a pas question là, de l'éliminer du jour au lendemain. C'est un processus graduel et il y aura besoin de stations essence à l'île des Sœurs, on en est conscient. Et puis, une petite suggestion aussi, j'ai pensé à ça en lisant votre question. Étant donné l'inquiétude autour des questions commerciales et des changements qui arrivent, je me suis dit peut-être que certains citoyens auraient envie de porter la création d'une société de développement commercial à l'île des Sœurs. Il n'y en a pas. Je pense que ce serait extrêmement bénéfique. Je sais que Billy, notre directeur de la Société de développement Wellington, serait absolument ouvert à offrir un webinaire de formation aux commerçants qui auraient envie de se lancer et aux citoyens qui auraient envie de les accompagner. Donc, je lance la suggestion. Si vous avez envie d'y participer, faites-moi signe. Mais ça pourrait être aussi un outil supplémentaire dans le contexte qui nous occupe aujourd'hui pour bien poursuivre le développement de notre île. Donc, j'espère que ça répond à votre question, M. Grant. Vous pouvez m'écrire aussi si vous voulez davantage de détails. Ensuite, Monsieur Danfous, je veux juste m'assurer de bien prononcer votre nom. Si ce n'est pas le cas, écrivez-moi. Qu'arrive-t-il du projet de navette sur l'île pour desservir l'ensemble de la population pour se rendre à la station du REM? Alors,
on est en ce moment à la Ville de Montréal et avec la STM dans une grande réflexion, en fait, un travail de refonte du réseau d'autobus. Processus de démarche qui se poursuit jusqu'en 2026. Mais étant donné l'arrivée du REM à l'île des Sœurs, le processus s'est fait en premier sur notre île. Et donc, vous vous rappelez qu'au printemps-été 2019, il y a eu consultation publique autour des besoins des citoyens en termes de desserte d'autobus, en réfléchissant aussi à l'arrivée du REM. Donc, la STM est en train d'analyser tout ce qui a été recueilli comme information pour la desserte en autobus, pour s'assurer aussi que la desserte du REM est efficace, que la desserte entre l'île des Sœurs et Verdun n'est pas exclusivement dépendante de la voiture, pour continuer de s'assurer d'avoir une desserte efficace avec l'autobus, de l'améliorer. Bref, ce travail-là va être livré, la meilleure desserte à laquelle on s'attend, au moment de l'ouverture du REM. Donc, l'île des Sœurs va voir sa desserte en autobus transformée avant le reste de l'île. Notre temps limite est avant la date limite du 2026, étant donné notre situation particulière avec le REM. Donc, le REM nous aura aussi donné ça, une desserte plus efficace en termes d'autobus. Pour ce qui est spécifiquement des navettes autonomes, tant que le 5G n'est pas déployé, et vous connaissez tous les enjeux autour du 5G, donc il y a encore énormément de réflexion et d'analyse à faire, la navette autonome ne pourra pas fonctionner. Elle dépend du 5G. Donc, je voulais le dire, on est loin d'une navette autonome qui fonctionne, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un service d'autobus qui ne pourra pas faire le tour de l'île de façon efficace. Mais là, vraiment, on se concentre sur la desserte en autobus, une desserte améliorée, plus efficace. Si tu me permets, Marie-Josée, permets-moi de te dire que votre maire est un des plus grands et un des ardents défenseurs et promoteurs des navettes autonomes. Il m'en parle souvent et il est très actif à ce niveau-là. C'est vrai, absolument. C'est vrai, c'est un projet qui lui tient à cœur, disons-le comme ça. Ensuite, une question, Éric, pour toi. Veux-tu que je te la lise? Question en anglais de M. Hubinet. Oui, tu la lis comme tu veux. Oui, s'il vous plaît. OK, je te la lis. Donc, with the new PPU circulation, cars, pedestrians, etc., will drastically change. Much of the car and delivery service will have to enter from the peripheral roads, René Lévesque and the New Champlain Road, or through Place du Commerce. Going through a narrower Place du Commerce road with many access ramps to below ground parking and deliveries will create conflicts with traffic, both pedestrian and cars. A much better solution is possible. By placing the new 2-lane Rue Place du Commerce road below ground from Second Cup to Rue Levert and linking this road to underground parking and deliveries, all the above ground spaces becomes available for development. This will also allow the city to generate revenues on the land now occupied by the Place du Commerce, and also for building owners to link the parking and deliveries to their new underground passage. Most importantly, it allows the city to create a new car-free village center with improved citizens' facilities, including cafes, terraces, etc. If brought into the planning process at an early stage, with the collaboration of building owners, this should be possible to do without long-term cost for the city and bring a huge bonus to all citizens. This is a unique opportunity to create a village urban plan for the future. Thank you for your question. I'll try to answer in English. If it's not clear, we will be able to answer further on. Listen, it's a very interesting suggestion you're making. As you notice in your question, you understand that the cost of such infrastructure could be huge. So that's why we have to find the better investment, the better infrastructure for better traffic calming, traffic management, and to organize the traffic on the island, and the very important issue of deliveries that you're right to notice. So further down in the planification, it's not planned at this stage to build such an underground infrastructure,
But let me thank you for your suggestion. And further down the road, when there'll be the studies, les études de préfaisabilité for the different phase, we might be able to consider it. But knowing the cost of such underground infrastructure, I don't want your hopes to be too high, but thank you for the suggestion. Merci, Éric. Je vois que le temps file. J'espère qu'on va avoir un peu de temps pour se parler. Je lance une proposition là, pour ceux qui ne peuvent pas, ce sera une autre fois, mais ceux qui auraient envie de rester un petit 10 minutes de plus, je le propose pour qu'on puisse avoir un peu d'échange si c'est possible. Je le propose là en live, donc si c'est pas possible, c'est pas possible, mais j'ai peur qu'on manque de temps pour vous entendre là, et avoir une petite conversation. Il nous reste encore quelques questions écrites. Éric, la prochaine... Marie-Josée, juste, j'envisageais aussi de donner tes coordonnées aux différents participants pour qu'ils puissent t'écrire les questions en direct aussi. Oui, avec grand plaisir. Absolument. Individuellement. Oui, absolument. Monsieur Grant a envoyé une deuxième question. Monsieur Grant, comme on a déjà répondu à une de vos questions et qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je proposerais qu'on vous réponde par écrit et qu'on passe à une question à quelqu'un qui n'a pas encore posé de question. Donc, Monsieur Tessier nous demande « Question pour le PPU Le Dessert sur lequel Verdun exerce un contrôle réglementaire complet. Avez-vous la ferme intention de prescrire le verdissement des toits? Et inclurez-vous une disposition exigeant que les promoteurs visent la certification LEED des bâtiments? » Alors, Monsieur Tessier, dans le travail de correspondance qui va être fait donc avec le processus réglementaire, avec notre règlement de zonage, il est absolument prévu d'étudier la possibilité d'imposer le verdissement des toits dans des contextes où le verdissement est possible, donc à certaines hauteurs, avec un espace nécessaire pour pouvoir le faire. Bon, il y a différents barèmes qui permettent à un toit vert de survivre et de bien fonctionner. Et dans ce contexte-là, oui, nous allons analyser cette possibilité de voir de quelle façon est-ce qu'on peut le prescrire, comme vous dites. Une analyse doit être faite, mais c'est quelque chose qui nous intéresse comme mesure. Ensuite, pour ce qui est de la certification LEED, c'est un autre élément qu'on va étudier absolument dans l'analyse de la réglementation qui va être concordante au PPU, avec certaines nuances, c'est-à-dire que il y a certains éléments de la certification LEED qui peut être problématique. On pourra s'en reparler, vous et moi. C'est une certification qui est extrêmement coûteuse et qui parfois n'est pas nécessaire pour avoir un bâtiment qui est tout à fait écologique. Donc, on va vraiment analyser cette question-là. Mais oui, le souci d'avoir des bâtiments qui sont résilients et qui sont en ligne avec notre plan climat fait absolument partie de l'évaluation qu'on va faire là, et de la concordance réglementaire. Ensuite, Madame Guy avait une question pour Monsieur Caldwell, mais c'était sur la question du pont passerelle et je pense y avoir répondu, Éric, en fait. Le mandat comprendra-t-il clairement une étude de circulation prospective englobant l'ensemble des besoins de l'île des Sœurs quand tous les terrains constructibles auront atteint leur pleine capacité et quand le REM sera pleinement en fonction avec tous ses usages futurs pour les 20 prochaines années? Donc, je pense que j'ai répondu. Madame Guy, si vous voulez aussi m'écrire pour avoir plus de détails, mais comme je vous dis, là, on est en train de finaliser les devis pour l'étude. Donc, c'est aussi le temps d'envoyer des commentaires comme ceux-ci qu'on pourra partager au service pour qu'ils puissent tenir en compte de ces éléments-là. Ensuite, Madame Monpetit, concernant l'étude pour les équipements collectifs à l'île des Sœurs, pouvez-vous ce soir faire une mise à jour où vous en êtes dans cette étude et quand les citoyens et citoyennes de l'île des Sœurs peuvent s'attendre à recevoir les résultats de cette étude? J'en ai parlé, il y aura une consultation publique, résultat de l'étude donc cet hiver et consultation publique cet hiver. On a très hâte de vous entendre et de vous présenter l'étude. Dernière question, Madame Desjardins. Question qui m'est adressée, mais aussi j'aimerais demander à Éric Allan d'y répondre avec son savoir et son expertise en urbanisme.
Mais sachez, Madame Desjardins, que on a préparé la réponse à votre question, Éric et moi, et je suis absolument d'accord avec sa vision parce que vous m'interpellez, vous me demandez ce que je pense de des questions d'usage discrétionnaire. Je vais laisser Éric répondre avec plus de finesse, mais sachez que je suis d'accord avec sa vision et ce qu'il va proposer. Plus de finesse, Marie-Josée, j'en doute, mais j'esquisse tout de même une réponse. Écoutez, comme je l'ai expliqué plus tôt, effectivement, dans la suite du processus, il y a les règlements de zonage, le PIA, le programme d'implantation et d'intégration architecturale qui vont suivre avec le travail que fera l'arrondissement, justement, pour ajuster sa réglementation, la rendre conforme au PPU et se donner des outils pour la faire appliquer. Dans ces mécanismes-là, il y a la revue de tous les projets avec deux de ces outils. Justement, le PIA qui vient permettre aux instances qui sont les professionnels, l'arrondissement via son CCU, de valider la forme de l'implantation et la qualité architecturale. Donc, c'est un outil important. Pardonnez-moi, c'est un outil important justement pour s'assurer de la qualité des projets. Et il y a le PPCMOA qu'on appelle communément les projets particuliers, où on vient valider justement via un processus où on vient fixer l'implantation des nouveaux projets, on vient valider en lien, en concordance avec les orientations du PPU, les détails de l'implantation, de la densité, du verdissement, et justement la contrepartie faite à la communauté. C'est un des principes phares du PPU, et les sœurs, on s'en rappelle, la capacité à générer des équipements pour la communauté, que ce soit des parcs, que ce soit des passages verts. Donc, à chaque projet, il y aura cette médiation, cet arbitrage qui sera fait avec les grands principes du PPU via une négociation avec l'arrondissement. Et la beauté de la chose, quand il y a un PPCMOA, c'est via justement des séances d'information et de consultation publique avec les citoyens. Donc, c'est des processus normés dans la loi sur l'aménagement du Québec. Ce n'est pas une particularité ni à Montréal ni à l'île des Sœurs, mais les bienfaits dans le cadre où il y a un PPU, c'est qu'il y a des orientations claires sur lesquelles on se guide et qui permettent justement d'orienter la discussion. Comme je l'ai dit plus tôt, ça vient clarifier les règles. Merci beaucoup, Éric et Marie-Josée. Est-ce que vous avez d'autres questions à répondre? Sinon, j'en ai deux dernières dans le questions et réponses, si vous souhaitez. Donc, une de Philippe Tremblay. Pouvez-vous nous donner les détails sur l'aménagement du carrefour Claude Robutel? Comment allez-vous gérer le flot véhiculaire et les piétons dans la même intersection? Merci. Oui, alors moi, je peux y répondre. Ce ne sera pas parfait comme réponse, je m'en excuse, parce que le bureau de projet du REM est encore en train de travailler là, les plans. Ça nous a été présenté lundi dernier publiquement. Je ne sais pas si vous avez pu assister à la rencontre publique du REM, mais le carrefour, en fait, se transforme. Et donc, il n'y aura plus de ronds-points. Il y aura fort probablement des feux de circulation et des passages piétons qui vont être donc sécurisés. On est conscient qu'il y aura un passage vraiment important à cet endroit-là et donc il y a une transformation de l'intersection en fait pour assurer la sécurité des piétons qui auront à traverser et la sécurité de tous à cet endroit-là. Merci beaucoup, Marie-Josée. Prochaine question de Geneviève Gay. Avez-vous déjà eu des réactions des promoteurs et propriétaires fonciers? Est-il possible qu'ils trouvent les règles tellement exigeantes qu'ils préfèrent conserver leur immeuble actuel et ne pas reconstruire? Éric, je te donne l'honneur de cette question. Mais cette situation-là prévaut dans tous les cas, là. C'est-à-dire il y a toujours pour un propriétaire la possibilité de ne pas reconstruire. On pense justement qu'avec le cadre de développement, la qualité des quartiers, on a justement un cadre de développement qui rend très intéressante les discussions pour les promoteurs parce qu'il contribue à la bonification de la vie de quartier et c'est un facteur de succès dans tout développement immobilier. Ce qui est recherché aujourd'hui par les promoteurs, c'est souvent l'attractivité des milieux. Et quand on vient, encore là, encadrer pour permettre un milieu attractif à échelle humaine, basé sur l'infrastructure, basé sur un accès d'une nouvelle infrastructure de transport en commun, c'est pas mal des facteurs de succès. Donc, on est assez confiant. D'ailleurs, les signaux qu'on a à cet effet-là, c'est que ce cadre de développement va être intéressant
pour tout le monde, pour les résidents actuels, pour les promoteurs qui veulent donner des nouvelles opportunités à des nouveaux résidents et pour l'harmonie entre les deux, justement. Donc, le risque que vous exposez existe toujours dans tous les cas, mais là, clairement, selon nous, on vient remplir notre rôle comme ville, c'est assurer justement un cadre de développement pour que ce développement-là se fasse de façon harmonieuse. Et ça, à terme, c'est au bénéfice de tous. Et c'est ce qui fait la prospérité et le développement harmonieux des villes. Donc, cet encadrement de développement urbain, on y croit sincèrement. C'est notre rôle à exercer comme ville. Et à terme, ben, c'est les villes qui l'exercent justement, qui permettent un développement le plus harmonieux pour les citoyens. Merci beaucoup, Eric Allan. Donc, c'est là que se termine cette période de questions. Nous avons plusieurs personnes qui ont mis des questions dans le webinaire Zoom. Je vais partager les coordonnées de Marie-Josée Parent et les questions du Zoom vont être remontées à Marie-Josée Parent et Eric Allan Caldwell et vous obtiendrez une réponse à la suite du webinaire. Mais si je peux me permettre, je voudrais à mon tour remercier toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce café citoyen dans un contexte de pandémie, comme Eric Allan le disait. Tout devient technologique et donc en termes d'équipement, tout s'alourdit. Je voudrais aussi remercier Eric Allan d'être venu avec nous ce soir, nous aider à réfléchir le PPU, à mieux comprendre aussi cette vision que nous portons. Merci, je sais que vous avez une grosse semaine, Tania et toi. Merci, Tania, de nous avoir accompagnés aussi. Merci pour la qualité de votre travail et la pertinence de vos réponses. C'est vraiment très, très apprécié. Merci à Aurélie de nous avoir accompagnés. Et puis, finalement, merci à tous les citoyens qui se sont présentés ce soir au Zoom. Je trouve ça drôle de l'appeler Café citoyen, puis c'est vraiment très étrange, vous ne le voyez peut-être pas, mais nous, on ne vous voit pas. Et j'aurais tellement aimé pouvoir vous voir, pouvoir vous parler de vive voix. C'est une des frustrations qu'on a en ce moment avec ce travail que de tout faire à distance. Mais je suis extrêmement contente d'avoir pu tenir ce café. J'espère qu'on en aura d'autres. Merci pour vos questions très pertinentes et soyez assurés qu'on va y répondre une à une. Et Aurélie l'a dit, n'hésitez surtout pas à m'écrire si je n'ai pas les réponses qui risquent d'arriver. On a toute une équipe pour nous accompagner, pour vous donner les meilleures réponses possibles. Et je suis convaincue que c'est dans la polémique qu'on fait grandir les idées. Donc, n'hésitez pas aussi à nous partager votre désaccord. Notre rôle, c'est aussi de l'entendre et en fait, de plus que de l'entendre, de l'intégrer à la façon dont on fait les choses. Donc, merci à tous et puis à la prochaine. Merci beaucoup.